Bonjour à tous, bienvenue sur Causons Cannes. Je suis aujourd'hui avec Xavier. Bonjour Julien. Bonjour Xavier. Alors, aujourd'hui, nous continuons notre cycle sur la question des spécialités en Cannes et de la question de leur enseignement, puisque nous sommes tous les deux moniteurs et qu'une des questions qui occupent nos journées, c'est comment faire des bons cours de Cannes et de ces spécialités. Je propose aujourd'hui que nous attaquions la question de la double canne. Donc on rappelle que la double canne, c'est le maniement avec une canne dans chaque main. Certains diraient dans chaque main gauche, puisqu'au début, effectivement, la première prise peut paraître un peu difficile. Donc la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de cette double canne pour en tirer le meilleur parti dans nos enseignements. Alors effectivement, en plus, c'est toujours un peu un rêve de se dire, déjà, combattre avec une arme, c'est chouette, mais réussir à se battre avec une arme dans chaque main, c'est encore plus la classe. Et surtout quand on a essayé et qu'on s'est aperçu à quel point, sans préparation, c'est difficile. Justement, la préparation requiert, on s'aperçoit rapidement que la préparation requiert un certain développement de la coordination. Et on a parlé du bâton et de la coordination qu'implique le maniement d'une arme à deux mains. Mais le cerveau va quand même réussir à faire un certain nombre de parallèles, plus ou moins facilement, mais en gros l'action est la même. Le rêve derrière la double canne, et donc ce à quoi on peut accéder, c'est justement faire en sorte qu'on puisse faire des choses différentes avec les deux mains. Et là, le cerveau n'est pas toujours d'accord. Alors, oui, il faut préciser un petit peu de choses. On sait qu'en canne, on manipule aussi bien, dès qu'on a un petit peu d'expérience, on essaie de manipuler aussi bien la canne unique de la main gauche que de la main droite. L'idéal étant d'avoir deux mains droites à la fin. En tout cas, deux mains dextres. Deux mains gauches, oui, c'est ça. Voilà, c'est le problème. Deux mains directrices. Deux mains directrices. Mais avoir une arme dans chaque main, c'est pas simple. Il suffit pas simplement à être fort de la main gauche pour que prendre une arme dans chaque main, ça suffise. Il y a d'autres problèmes. Oui, il va falloir faire des branchements au niveau du cerveau. Parce que le cerveau aime bien... Alors on peut faire assez facilement deux choses en parallèle, deux choses identiques des deux mains. Donc on peut très bien tendre les deux bras devant, ça c'est relativement facile. Tendre les deux bras au-dessus de la tête, tant que les bras restent parallèles, ça reste facile. La difficulté, ça va commencer lorsque les deux bras vont faire deux choses différentes. Donc un bras qui va vers l'avant et l'autre qui va au-dessus de la tête. Alors, on voit que ça peut être aussi une question de symétrie, puisque quand on marche, on met un bras devant, un bras derrière, et ça pose aucun problème. C'est beaucoup plus difficile d'ailleurs de marcher en avançant les deux bras en même temps, en les reculant en même temps. On est déjà sur des problèmes de psychomotricité. Là, ce que tu montrais, puisque les auditeurs n'ont pas la vidéo, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait pour montrer un bras pendant qu'on met un devant, puis le coup suivant, mettre l'autre devant et le premier sur la droite, et ainsi de suite. Alors justement, en fait, ce que moi j'aborde avant de prendre une canne dans chaque main et de se lancer dans des exercices, c'est la psychomotricité. C'est le développement d'une coordination spécifique à la double canne qui va permettre petit à petit de se dire « mais je peux gérer mes deux mains de manière indépendante ». Alors, puisqu'on aborde les gros mots, rappelons rapidement que la psychomotricité, ça définit quelque chose qu'on utilise souvent, très très souvent en double canne et qui est un de nos problèmes qu'on essaie d'amener nos pratiquants à dépasser, qui est que, bien sûr, on peut être fort, bien sûr, on peut être rapide, mais il y a un moment où pour faire certains gestes, il faut que le cerveau soit d'accord. On peut appeler ça de la coordination, on peut appeler ça, ça peut être une polydextérité, mais l'idée c'est que, c'est peut-être encore plus... Ouais, tu réponds à des gros mots par des gros mots. Mais voilà, et donc c'est tout ce qui concerne la motricité, c'est-à-dire le mouvement, mais qui est sous dominance d'un facteur psychique, ou en tout cas pas psychologique, mais sous un facteur où il faut bien que le cerveau commande correctement pour que ça se passe bien. Pensez à toutes les activités où la simple force et vitesse ne suffisent pas. Pensez, je ne sais pas, au tir, par exemple, où on voit bien que ce n'est pas simplement une question de force ou de vitesse, mais le tir ou la danse ou des choses comme ça, où là, la question de la psychomotricité va être centrale. Et en canne, dans la mesure où on manipule un objet qui n'est pas un objet naturel pour l'humain, on ne parle plus de canne au quotidien, eh bien, on est souvent confronté à des questions de psychomotricité, en particulier au début, lors de l'acquisition des premiers mouvements,
et au début de la double canne, quand il faut acquérir les mouvements coordonnés. Alors justement, toute cette phase, je la gère soit au niveau de l'échauffement, soit juste après. Et je demande de faire des exercices. Alors peut-être qu'on mettra sous la vidéo, si vous écoutez ça sur YouTube, des exercices, des exemples d'exercices que je fais faire, mais ça va être de simplement se déplacer, donc marcher. Et par exemple, lorsque on va poser le pied droit, donc lorsqu'on marche, les mains sont sur les épaules, et dès qu'on pose le pied droit au sol, les deux bras s'écartent sur le côté. Donc ça, c'est, on va dire, la base de... Là, on est dans la coordination, donc c'est l'aspect... on coordonne un geste avec un autre, mais on est dans la psychomotricité parce qu'on va forcer à faire un mouvement que le cerveau n'a pas l'habitude de faire. Et petit à petit, en fait, l'idée, ça va être de dire d'abord, dès que le pied droit se pose, les deux bras s'écartent sur le côté. Et puis, petit à petit, on va dire, finalement, maintenant, ça va être quand on pose le pied gauche, eh bien, il n'y a que le bras droit qui va monter au-dessus de la tête. Après, on alterne quelque chose le bras droit, une fois le bras gauche. Qui est totalement décorrélé du mouvement classique. Parce que, est-ce que c'est, au fond, tu ne vas pas vers une décoordination? Alors, si, justement, c'est pour ça que je préfère parler de psychomotricité que simplement de coordination, puisque qui dit coordination dit aussi décoordination parfois. Il faut apprendre à décoordonner des gestes qu'on sait déjà faire. Donc, la marche, par exemple, on peut demander de faire, plutôt que de faire un appui à droite, un appui à gauche, de faire deux appuis à droite, un appui à gauche, deux appuis à droite, un appui à gauche. Et là, on décoordonne finalement quelque chose qu'on a déjà appris en faisant travailler le cerveau de manière différente, de façon à ce qu'il apprenne une autre coordination, qu'il acquiert une certaine malléabilité, parce que ce n'est pas non plus... l'idée, c'est pas d'utiliser après le fait de faire deux appuis à droite, un appui à gauche qui est intéressant, c'est le fait de forcer le cerveau à réfléchir d'une façon à laquelle il n'a pas l'habitude de réfléchir. Et donc, il va acquérir une certaine malléabilité, comme je viens de dire, et donc une certaine facilité à acquérir des mouvements qui ne sont pas intrinsèques, qui ne sont pas naturels. Donc, tu vas apprendre à décoordonner ce que le cerveau a pris un certain temps à coordonner. La marche chez l'enfant, on le voit, va finir par passer par un balancement des bras qui servent de contrepoids. Et là, on va apprendre à décoordonner, parce que ce sera la première étape vers une indépendance, en fait, où chaque main va avoir sa propre vie. C'est ça, donc on décoordonne, on recoordonne autrement, et puis donc petit à petit, des exercices de ce type-là, il en existe des milliers, tous très intéressants, et c'est en plus très intéressant du point de vue de l'enseignant, c'est-à-dire que quand on demande aux élèves de faire ces exercices, en général on passe un bon moment. Eux peut-être un peu moins, mais c'est toujours amusant, et c'est surtout en fait très amusant de les voir progresser, parce que si on fait un exercice une fois, ils vont peut-être tous se larder, et ça va être comique, mais ils vont rien apprendre. Mais par contre, au bout de plusieurs fois, plusieurs répétitions, soit du même exercice, soit d'exercices similaires, on va voir assez rapidement, pour la plupart d'entre eux en tout cas, une progression dans cette coordination. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir... on va pas forcément attendre 3 semaines avant de commencer la double canne, mais on va pouvoir aborder des sujets ensuite qui vont être beaucoup plus fins au niveau de la double canne. Tout à fait, puisque en fait, si on revient un peu sur le fantasme de la double canne, l'idée c'est, quand on a deux armes, de pouvoir être deux combattants. Et que donc chaque arme soit capable de gérer elle-même un adversaire, par exemple, en s'adaptant, plutôt que si c'est pour attaquer le même adversaire au même endroit avec la même canne, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisqu'une simple parade permettra d'y faire face. Donc effectivement, on a l'objectif de décoordonner à terme. Mais ça, c'est effectivement un objectif si on veut, et ce sera probablement un objectif si on veut faire un vrai cours de double canne. Alors, je ne connais pas, à la différence du bâton, où je connais quelques cours qui ne font que du bâton, je ne connais pas actuellement de cours qui font que de la double canne. Peut-être parce que l'acquisition de la canne simple est un prérequis de toute manière. Oui, il y a aussi le fait que la pratique de la double canne en soi est encore plus restreinte, c'est-à-dire qu'en bâton, on trouve, du fait de la différence des armes et du ressenti qu'on peut avoir, des objectifs de pratique qui sont porteurs, enfin, des pratiquants qui se disent je vais faire que ça et ça me va parce que j'y trouve ce que je suis venu chercher. En double canne, il n'y a pas de compétition de double canne,
il n'y a, il y a pas la même différence de sensation entre la canne et le bâton, justement. Et donc, ça peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas de volonté de ne faire que ça. Alors, il y a quelques personnes qui aimeraient bien, mais elles sont trop isolées, à mon avis, pour réussir à animer un mouvement. Et puis, il y a un autre problème, c'est que 2 cannes, c'est 2 protections. Et si on veut ne pas être touché quand on a 2 cannes, ça devient vraiment difficile de se faire toucher. Alors, on peut évoquer justement les objectifs. Moi, en double canne, on a trouvé... Enfin, j'aborde en général 3 grandes tactiques, même peut-être stratégie, non tactique, en double canne. Il y a la tactique du berserk, c'est-à-dire que c'est un tireur qui va pouvoir attaquer une canne après l'autre en continu. C'est-à-dire le flow continu d'attaque. Voilà, c'est ça, sans le parer. déluge. Et en jouant sur le fait que lorsqu'on développe une attaque, une offensive d'un côté, on peut être en même temps en train de préparer la suivante de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va plus vite en double canne, deux actions offensives vont plus vite que en canne, forcément, puisque dans le temps de l'armée, de développement de l'un, l'armée de l'autre est en train d'être préparée. Donc normalement, on va 2 fois plus vite en double canne à mettre 2 coups de suite qu'en canne. Et l'idée donc derrière cette première tactique, c'est d'enchaîner les attaques, donc comme tu dis, sous un flot continu, sous un déluge d'attaques, une avalanche de coups, et se mettre dans une phase, en défense, tout miser sur les esquives, de façon à ne jamais s'arrêter et à pouvoir toujours systématiquement attaquer, ne pas être touché grâce à une esquive et puis inonder l'adversaire de coups. En simple canne, on serait quasiment sur des anticipations ou des contre-attaques permanentes. Oui, c'est ça. La deuxième mode, c'est un mode de défense totale. Là, au contraire, il y a une canne qui part la ligne haute, une canne qui part la ligne basse, et en théorie, dans ce mode-là, il n'y a rien qui doit passer. Donc un adversaire qui ait une canne ou 2 cannes en face ne devrait pas pouvoir toucher tellement il se trouve face à un mur. Et enfin, le troisième mode, c'est le mode qui va demander finalement certainement le plus de coordination. C'est un mode dans lequel on a une canne qui va parer et une canne qui va attaquer, qui va être offensive. Et là, on se retrouve à une sorte de dualité épée-bouclier, dans lequel on va pouvoir se concentrer sur les actions adverses, de faire des sortes de contre-attaques, puisqu'on va chercher à faire des offensives pendant les offensives adverses, mais plutôt que d'esquiver comme en canne simple, eh bien, on va parer les offensives adverses avec la canne qui nous sert à ça. Donc, c'est les 3 grands modes que je mets en avant en double canne. D'accord. Alors, moi, j'aimerais revenir sur aussi une expérience que j'ai eue, qui était toujours ces cours que je commençais en double canne à titre d'échauffement, puisque dès que je me suis aperçu que la double canne était une bonne manière d'amener les tireurs qui commencent à maîtriser à main droite vers une utilisation de la main gauche, plutôt que de leur apprendre de manière un petit peu difficile et contrainte la main gauche alors qu'ils ont enfin commencé à faire quelque chose avec la main droite, les amener à faire les gestes d'un côté puis de l'autre, où on arme l'intérieur extérieur pendant qu'on déploie l'autre, qui se rapprochent davantage des réflexes qu'ils ont déjà avec la marche, c'est-à-dire de se reposer sur leur coordination pour coordonner les attaques. Ça permettait d'obtenir, avec des déplacements en plus de jambes en même temps pour les changements de garde, ça permettait d'obtenir assez rapidement une manipulation de la main gauche, même si elle est encore très coordonnée à la main droite, assez naturelle. Donc ça, j'ai bien aimé, et je me suis aperçu chez les tireurs que j'avais formés comme ça, qu'ils avaient naturellement des coups extrêmement armés. Puisqu'ils sont en train d'engager leur corps pour déployer le latéral extérieur, par exemple la main gauche, et donc d'armer le latéral extérieur de l'autre côté, à main droite, mais ils le font avec le pied gauche devant, c'est-à-dire qu'ils sont en opposition de garde dans leurs armées systématiquement, et donc ils ont cette idée que réellement on va reculer la main, puisqu'ils sont en train de rapprocher une main, ça écarte, ça éloigne l'autre, puisqu'ils se tournent, ils se mettent de profil, et donc on a un travail sur les armées naturelles, où ils ont des postures d'armée peut-être excessives, encore qu'elles permettraient des volts, mais sans avoir à revenir dessus. Dans ces configurations-là, il n'y a pas de faute d'armée.
Je me suis aperçu que j'ai jamais à reprendre des tireurs pour des fautes d'armée quand je les fais travailler sur main gauche, main droite simultanée. Donc on a à la fois au niveau pédagogique, encore une fois, vers un objectif de canne simple, le double intérêt d'avoir des coups qui sont bien et profondément armés, et de pouvoir commencer à travailler la main gauche avec un coup relativement faible. Bien sûr, ils vont avoir à nouveau l'impression d'avoir deux mains gauches, mais on voit qu'en 2-3 séances, sur les exercices de gamme répétitifs, ils ont parfaitement acquis et ils ont l'impression de maîtriser leurs deux mains. On est encore loin de la désynchronisation dont tu parlais, mais on a déjà un retour positif de l'élève sur sa pratique qui est motivant et qui est pédagogiquement riche. Oui, donc là on est sur, histoire d'utiliser encore un terme bien complexe, là toi dans ce cadre-là, tu utilises la double canne comme un outil propédeutique au développement de la canne ensuite derrière. Voilà. Et donc ça va permettre de travailler sur les armées, ça va permettre de travailler sur la décoordination, ça va permettre de travailler sur la main gauche et de commencer à amener ça. En général, j'aime bien, quand ça commence à être maîtrisé, vraiment attaquer une désynchronisation en mettant deux adversaires. C'est-à-dire faire du 1 contre 2, je répartis deux quarts pour que les deux adversaires, les deux opposants ne risquent pas de se blesser. Et donc, en obligeant le tireur à regarder devant lui. Ce qui fait qu'il a un œil qui s'occupe d'un tireur, l'autre œil qui s'occupe de l'autre tireur, et ses mains vont essayer de s'adapter. Et on s'aperçoit... Tu utilises la vision périphérique pour gérer cet adversaire. En plus, c'est ludique. C'est ludique, et puis il y a un effet à un moment de maîtrise, c'est-à-dire qu'à un moment, d'un seul coup, on se met à parer certaines choses de manière un peu automatique et à se surprendre soi-même. Et ça fonctionne assez bien chez les tireurs qui ont 6 mois de canne un peu intense, où au début, ils essayent de suivre les deux cannes et ils ont la tête qui n'arrête pas de bouger, les yeux qui n'arrêtent pas de bouger, et ils n'y arrivent pas. Parce que dès qu'ils arrivent à en parer un, ils se font toucher de l'autre. Et puis je leur dis, non, stop, maintenant tu regardes bien en face de toi, tu prends un point dans la salle, un repère visuel dans la salle, et tu ne le quittes pas des yeux. Et tu regardes ce que fait ton corps, et tu essayes simplement de te défendre déjà. Et là, d'un seul coup, ils s'aperçoivent que ça passe mieux, que leur vision périphérique est efficace, qu'elle est très efficace pour repérer des gestes auxquels leur cerveau est déjà préparé, puisqu'ils savent repérer des armées, et où ils arrivent à parer les deux, et puis au bout d'un moment, si jamais ils ont un peu de formation à la parade riposte, sur une parade, leur corps est capable d'enchaîner sur une riposte naturelle derrière. Alors là, par contre, je demande aux tireurs qui attaquent, bizarrement, de mettre un masque. Parce que les parades riposte, par contre, avec une vision périphérique, ne sont pas précises. Alors, on avait évoqué dans le précédent podcast sur le bâton les coups spécifiques du bâton par rapport à la canne. Moi, j'aimerais me revenir là justement sur des coups spécifiques à la double canne qu'on ne peut pas faire en canne simple. Alors, outre le fait d'aller un petit peu plus vite, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a également les coups, je ne sais pas comment on peut les appeler, les coups doubles, les doubles coups. Donc, les attaques en simultané avec les deux cannes. Alors, on peut... C'est-à-dire qu'on fait effectivement deux coups qui attaquent deux cibles, deux coups différents qui attaquent deux cibles et qui vont toucher quasiment au même moment. Alors justement, au début, on se dit, on peut attaquer avec les deux cannes, c'est bien. En général, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par faire deux brisés et puis on va attaquer donc la tête. Mais c'est pas une attaque très intéressante. Alors si ça touche, on va dire ça peut faire 2 points si on compte une touche égale 1 point. Mais l'ennui, c'est que l'adversaire n'a besoin que d'une seule canne pour parer les deux attaques. Et du coup, il a encore son autre arme libre à côté, et alors que nous, on vient d'utiliser les deux pour terminer l'offensive. Donc, à mon sens, c'est pas un coup très intéressant. Donc, la phase d'après, c'est se dire, du coup, plutôt que d'attaquer une seule cible, je vais attaquer avec 2 latéraux extérieurs. Oui, donc certes, outre la difficulté d'armer, parce que ça sollicite beaucoup la ceinture scapulaire, donc les épaules vont avoir du mal à armer les deux en même temps, mais bon, ça c'est faisable. Puisque lors d'un armé, on a plutôt tendance à se mettre de profil d'un côté ou de l'autre, là on peut pas se mettre de profil des deux côtés. Non, ça c'est impossible. Il y en a qui ont essayé, on les avait pas retrouvés. Et donc leurs épaules. On se dit, donc oui, c'est faisable, on peut développer les deux latéraux, mais au final, c'est pas non plus extrêmement difficile à parer, parce que l'adversaire n'a qu'à mettre une canne de chaque côté, et les deux vont pouvoir être touchés en même temps. Donc, la réflexion d'après, c'est est-ce qu'il est possible d'attaquer 2 cibles différentes sur 2 plans différents? Donc c'est la question qu'on s'est... Mais en armant du même côté.
Alors, en armant du même côté pour que ce soit plus facile, effectivement. Et c'est la question qu'on s'est posée avec Xavier Fabiani il y a quelques années, et à laquelle on a répondu, oui, c'est possible, il y a une double attaque de chaque côté qu'il est possible de faire. Donc, d'un côté, le croiséo latéral extérieur, avec un croiséo qui termine au-dessus de la tête et un latéral extérieur en flanc. Et de l'autre côté, le brisé latéral croisé, avec donc le brisé qui termine évidemment au-dessus de la tête et le latéral croisé en flanc également. Et d'expérience, c'est l'adversaire, lorsque c'est bien fait, lorsque les deux attaques arrivent quasi simultanément, eh bien l'adversaire va en parer une, mais systématiquement l'autre ne va pas être paré, parce que on a l'habitude de parer une attaque avec une canne, mais c'est extrêmement difficile de parer deux attaques en même temps avec deux cannes sur deux plans différents. Effectivement, c'est une richesse. On cherche encore la troisième attaque qui permettrait de faire deux attaques simultanées, mais c'est une richesse, surtout si c'est déjà inclus dans un jeu de flow et de para-riposte, ça fait une rupture de rythme qui est totalement démoniaque, qui est extrêmement difficile. L'adversaire a déjà lui-même à gérer ses défenses et ses attaques. Ça occupe déjà la totalité de son champ de conscience. Réussir à gérer deux attaques simultanées, en général, c'est parfaitement efficace. Alors, une petite astuce pour ceux qui voudraient essayer, c'est le coup croisé qui doit systématiquement partir le premier. Voilà, vous comprendrez quand vous essaierez, mais l'inverse ne fonctionne pas, on a testé pour vous. C'est ça, même si l'armée peut commencer avant, mais le déployer, oui. Sinon, ça c'est un des problèmes qu'on n'a pas abordé, c'est que bien sûr il y a une question de désynchronisation des mains, mais il y a aussi la question de ne pas s'en mêler les bras. Parce que certains gestes d'un côté interdisent les gestes de l'autre, sinon les bras se croisent et aucun des coups ne peut finir. Bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette question extrêmement riche. Oui, après il reste à pratiquer. Le tour, peut-être pas, puisque justement, ce ne sont que nos premières réflexions sur le sujet et que nous vous invitons à venir commenter, critiquer, répondre et surtout proposer des voies auxquelles nous n'aurions pas pensé pour permettre de donner encore plus de richesse à cette pratique qu'est la double canne et peut-être aussi de voir comment d'enrichir en quoi la pratique de la double canne enrichit la canne classique ou les autres spécialités d'ailleurs, pour aider à faire des cours encore plus efficaces et encore plus riches pour nos chers pratiquants. Sur ce, on va se retrouver dans un prochain podcast ou dans une prochaine vidéo. Merci Julien. Merci Xavier. Et à très bientôt sur Causons Canne.